En 2015, j'étais secrétaire général de Safagridé et en charge du rapport d'activité. Nous avons fait cette année le choix de vous le présenter en vidéo, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord pour que vous puissiez faire connaissance avec l'ensemble des acteurs qui ont contribué à l'ensemble des travaux de cette année 2015. Et d'autre part, en mettant cette vidéo sur le site, vous pourrez y avoir accès régulièrement à votre convenance. Alors, regardez bien et faites donc connaissance avec tous nos acteurs. Ce qui m'a toujours tenu à cœur dans ce mandat de président de la SAF, c'est de permettre justement à cette organisation professionnelle qui a muté vers think tank d'être au service du monde agricole, d'être au service en fait des agriculteurs, d'être au service de l'industrie agroalimentaire et de donner une expertise la plus juste et la plus fidèle de manière neutre et objective de l'état de la situation de notre secteur d'activité. Je pense que tous ces travaux qui ont été faits au cours de ces années ont permis d'avoir les vraies fondations de ce qu'est aujourd'hui Safagridé. Je pense que 2015 pourrait être considéré comme la première année qui a permis de commencer à monter le mur à partir de ces fondations. Alors monter le mur, l'expression peut être un peu triviale, c'est d'abord le fait que sachant où nous sommes, sachant ce que nous avons, sachant ce que nous savons faire et ce que nous pouvons faire, c'est d'abord la rénovation du site internet, la mise en place d'un nouveau site internet où on va apporter effectivement en tant que laboratoire d'idées les informations, les études, l'ensemble de tout ce que nous pouvons apporter en matière de compétences, en matière de réflexion à l'ensemble des acteurs des secteurs agricoles, agroalimentaires, agro-industriels. Avec une seule volonté, la volonté c'est que ces secteurs sont fondamentaux et stratégiques pour l'économie française, sont stratégiques pour l'emploi, sont stratégiques pour le commerce extérieur, mais aujourd'hui, il est clair qu'un certain nombre de dispositifs en fait, empêchent à ces acteurs de révéler leurs talents, de révéler leur potentialité. Notre souhait, c'est, je dirais humblement, mais avec détermination, de prendre l'ensemble de ces dispositifs qui empêchent aux talents de s'exprimer, et bien de voir comment on peut les faire évoluer dans une volonté d'entendre l'ensemble des partenaires qui sont concernés pour effectivement trouver des solutions positives à la réussite de ces secteurs. Alors, l'intérêt, c'est que nous avons continué à nous ouvrir et à faire parler l'ensemble des partenaires. Alors, il y a des producteurs agricoles, des chefs d'entreprise agricoles, mais il y a aussi des juristes, des fiscalistes, des avocats, des gens de l'agroalimentaire, des gens de l'agro-industrie. Tout le monde est autour de la table et maintenant, tout le monde participe au groupe de travail. Ce que nous avons fait aussi en 2015, c'est nos conférences. Alors, petite conférence d'une demi-journée, les agri-débats dont on va vous parler. Ce sont aussi des conférences d'une journée qu'on appelle agri-dés. Ces agri-dés, là aussi, rassemblent beaucoup de participants, souvent des étudiants, et nous permettent effectivement ensemble d'avancer pour essayer de piocher l'ensemble des problématiques qui existent sur différents sujets. Donc cette année 2015, elle a permis de tenir un rythme d'une conférence par mois, ce qui est entre nous tout à fait respectable, nous a permis de diffuser nos travaux, de diffuser nos réflexions au travers du site. Je crois qu'à partir de là, cette année 2015 pose vraiment Safagridé comme le laboratoire d'idées qu'il doit être, avec les moyens de réflexion, de travail et de communication qui sont ceux d'un think tank aujourd'hui. En 2015, un groupe de travail, Se nourrir, cela s'apprend, a été très actif, avec notamment Gérard Laloy, administrateur, et Patrick Ferrer. Alors, à leur côté, j'ai eu le plaisir de réfléchir à toutes ces thématiques. Nous avons eu plusieurs réunions avec des interventions extérieures passionnantes, des communicants, des journalistes, une philosophe, des professionnels du monde agroalimentaire. Toutes ces réflexions ont abouti à une note publiée en décembre, une note d'analyse qui s'appelle « Bien se nourrir, cela s'apprend et prend du temps ». Et croyez-moi, cette note qui est vraiment en prise avec les grands enjeux de société sur l'alimentation, comment sensibiliser les jeunes à une meilleure culture alimentaire pour leur santé,
pour eux-mêmes tout simplement, et puis pour le respect du métier d'agriculteur et de notre alimentation en général. Toutes ces réflexions ont été très entendues et ont poursuivi leur chemin au-delà de l'année 2015. Nous nous sommes posé la question très simplement à la suite du succès qu'avait eu la France auprès de l'UNESCO lorsque notre pays a été donc porté au patrimoine immatériel de l'humanité pour son modèle alimentaire. Et en fait, nous nous sommes rendus compte, comme pour beaucoup d'entre nous, en regardant ce qui se passait dans la jeunesse, que le fameux modèle alimentaire à la française, qui nous a porté si haut, n'est plus du tout appliqué par les jeunes. Et la question s'est donc posée pour nous de voir comment nous pourrions transmettre ce modèle alimentaire français aux jeunes, de manière à ce que la culture demeure. Nous avons, au bout d'un certain temps, transformé en messages concrets, voire en plan d'action, toutes les idées qui étaient sorties. Avec un autre think tank qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie, Safagridé avait entamé une réflexion sur les potentialités que pouvait détenir le secteur des IA en France. Avec donc la Fabrique de l'Industrie, Safagridé avait demandé à un consultant, M. Zarka, de travailler le sujet, et nous avons eu de multiples réunions de travail pour amender, pour enrichir le travail de M. Zarka. Et nous avons pu produire un document qui, d'abord, fait le point sur les forces et les faiblesses des différents secteurs qui composent les industries agroalimentaires, et ensuite montrer que les potentialités qu'on peut avoir, et notamment à l'exportation, sont aussi des potentialités qui viendront de l'amélioration de notre situation en gamme. La France aujourd'hui vend trop de produits haut de gamme, AOC, AOP, repas à la française. Bon. Et effectivement, la demande mondiale que l'on présente toujours comme étant demain le grand succès de nos productions agricoles et agroalimentaires, la demande mondiale se fait souvent sur des produits de consommation courante. Le fait que le Mexique, l'Inde ou la Chine voient arriver des classes moyennes fait que ces gens-là ne vont pas acheter du haut de gamme, mais ont besoin tous les jours de se nourrir. Et souvent, d'ailleurs, leur développement se fait sur une nourriture qui, quelquefois, ils ont envie que ça ressemble à la nourriture occidentale, Europe occidentale. Et donc, à partir de là, il y a des marchés. Mais ces marchés se font sur de milieux de gamme, et nous avons quand même mis en valeur, c'est pas l'essentiel, mais je crois que le plus significatif, c'est la mise en valeur de cette nécessité pour nos industries agroalimentaires de revoir les gammes et de partir à l'exportation avec brio, mais sur du milieu, voire du bas de gamme, parce que, hélas, ce que dit le marché, c'est que c'est ça dont les gens ont besoin. Je ne suis pas éleveur laitier, mais je suis expert foncier agricole et j'ai eu l'occasion d'auditer, d'expertiser plusieurs entreprises laitières dans un département qui est le mien, qui est dans une zone qui s'appelle la Thiérache, qui est une zone de production laitière. Et j'ai visité plusieurs entreprises laitières et j'ai été interrogé je me suis laissé interroger par la situation des éleveurs dans cette région. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait entreprendre une réflexion de fond pour voir un peu quel pouvait être l'avenir de cette production et de ces éleveurs. Et donc nous avons commencé à entreprendre un travail de réflexion en 2014 qui a abouti en 2015 à une synthèse des travaux qui ont donné lieu à des forums, à des interrogations, à des questionnaires sur diverses personnes acteurs de la filière et qui ont été résumés dans un petit opuscule que nous avons intitulé « Les opportunités stratégiques gagnantes ». Tout au long de l'année 2015, la réflexion a continué sur le lait, surtout sous forme de veille des marchés, veille des situations des marchés
mondiaux, européens ou français, et de la situation des éleveurs et de la transformation. En tant que producteur laitier, je suis devenu administrateur de SAF Agridé en 2014 et je me suis tout de suite inscrit dans le groupe de travail sur la filière laitière où on avait donc en 2014 et sur le début 2015 analysé les forces et faiblesses de notre filière pour affronter la sortie des quotas et la modification du contexte réglementaire. Donc j'ai pu constater et puis j'ai surtout vécu toute l'année 2015 et vérifié qu'on était dans le vrai dans nos analyses. Donc maintenant le travail continue avec tous nos collègues et depuis l'automne 2015 on est concentré à réfléchir sur la façon de faire évoluer les relations au sein de notre filière qui sont un peu détériorées pour réinstaurer du dialogue et construire une filière qui soit performante pour demain. Ces problématiques sont toujours d'actualité aujourd'hui, il faut continuer à travailler dessus. Notamment, on s'aperçoit qu'après la suppression des quotas, les différents pays européens ont voulu acquérir des parts de marché importantes, donc chacun a voulu augmenter sa production, mais ça s'est fait au détriment des prix, parce que dans le même temps, il y a eu une baisse de la demande des pays émergents, comme la Chine ou comme d'autres pays. 2015 a vu les éleveurs dans des situations très difficiles et d'ailleurs les manifestations qu'on a pu connaître l'ont montré à l'évidence. À partir de là, nous avons été amenés à travailler et à produire des prescriptions sur ce secteur qui peut demain être un secteur porteur et un secteur intéressant pour les éleveurs, à la condition, bien évidemment, qu'ils puissent retrouver d'abord leur vraie place dans la filière. La vraie place dans la filière, ça veut dire être des acteurs qui sont informés, qui savent ce que va devenir leur produit. Donc, ils sont intéressés directement à la valorisation et à la réalité du marché pour lequel ils produisent. Ensuite, il y a le problème, bien évidemment, de la segmentation de marché, puisque on ne peut pas se contenter aujourd'hui de dire « j'achète de la viande bovine ». La viande bovine, on sait qu'elle peut être plus ou moins valorisée en fonction des races, en fonction des lieux de production et des conditions de production. Et c'est un peu tout cela que nous avons voulu souligner, mais je pense que la ligne directrice, c'est vraiment que l'éleveur redevienne un véritable acteur et redevienne ou retrouve la vraie possession de la qualité et de la valeur des produits qu'il met sur le marché en tant que premier chaînon des filières alimentaires. Le gouvernement a lancé une réforme importante qui est la réforme territoriale. Cette réforme territoriale, SAF Agridé l'avait anticipée. Et dans nos réflexions, nous avions déjà, dans le rapport 2013, mesuré l'ampleur du rôle des collectivités territoriales dans le développement et le progrès en agriculture. Nous avions d'ailleurs, lors de l'Assemblée générale, fait une conférence sur ce sujet, avec, et je le souligne parce que c'est important, des représentants des différents pays de l'Union européenne, parce que l'Europe présente des politiques territoriales fortement différenciées et dont certaines marchent beaucoup mieux que le modèle français. Donc nous avions à nous en inspirer. J'ai eu l'occasion de mesurer le poids dans le développement agricole, dans le progrès agricole, le poids chez les entreprises, dans les entreprises qui travaillent avec l'agriculture, le poids des collectivités, à la fois en termes de financement, d'appui financier. N'oublions pas d'ailleurs que pour mobiliser les crédits européens en faveur de l'agriculture, il faut des contreparties nationales. Et la plupart des contreparties nationales viennent des collectivités territoriales. Nous ne pouvions pas, donc, à SAF Agridé, ignorer l'impact qu'allait avoir cette réforme territoriale sur nos entreprises et dans les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, dans ce débat sur
la réforme territoriale. 2015 aura été l'année de déclenchement. Parce que nous avons eu les textes, comme j'ai dit, nous avons eu la circulaire au mois de décembre. Il reste beaucoup de travail à faire. Il y a eu des manifestations agricoles tout au long de ces derniers mois sur le terrain où le président de l'ARF, les présidents des conseils régionaux, même ceux qui ont été redécoupés, ont fait savoir qu'ils voulaient se préoccuper de l'agriculture. Il est urgent qu'on précise le cadre dans lequel ils peuvent le faire et que ce cadre soit adapté, encore une fois, aux réalités du terrain. On est dans un contexte où la vision métropolitaine ou parisienne des DOM, c'est on leur donne plein de pognon, ils produisent quelques kilos de bananes et canne à sucre, le prix de revient à l'hectare, c'est une catastrophe. Et en fait, la vraie question, c'est que c'est une agriculture qui est essentiellement rurale. Les territoires, ce sont des départements français, et ce sont des départements français qui ont des vrais différentiels de productivité, de coûts de productivité. Et en conséquence, il est extrêmement important de soutenir ces agricultures. Et il ne faut pas percevoir ce soutien comme étant quelque chose qui coûte à la France, mais qu'il faut le percevoir comme étant quelque chose qui apporte à notre pays. Et soutenir ces agricultures, c'est vraiment fondamental. Et à cet égard, la banane et la canne à sucre sont en fait les moteurs d'un développement économique et rural. Ce sont les moteurs d'un développement agricole. On est souvent confronté à l'impression que les agricultures domiennes sont essentiellement sur la canne, c'est-à-dire le sucre et le rhum, et la banane. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons dans ces territoires des consommateurs, nous avons des besoins, et nous avons aussi un environnement à ces îles qui font qu'il existe un marché régional qui n'est pas négligeable. L'idée, c'est de dire comment peut-on professionnaliser autre chose que ces grandes productions classiques. Et donc, toute la problématique a été de réfléchir sur les modèles de développement qu'il fallait mettre en œuvre pour que la production de lait, la production de viande porcine, la production de légumes puissent se mettre en place dans les meilleures conditions dans ces territoires. On a auditionné les acteurs locaux, des gens qui étaient porteurs d'innovation, d'idées, de nouveaux concepts. Parler de questions domiennes hors d'homme est quelque chose de fondamental. Et la SAF Agridé permet de le faire. Donc c'est un exemple, c'est une illustration. Et la deuxième chose, plus spécifiquement sur les DOM, est de montrer que nous sommes dans des agricultures qui concernent le développement d'un territoire et que SAF Agridé, là-dessus, a des choses à dire. Le TTIP, c'est cet accord, ce projet d'accord transatlantique de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Union européenne. Un projet d'accord qui est en négociation depuis 2013. Qui n'est donc toujours pas terminé, qui est toujours en cours. Et donc un petit peu la même chose, on s'est aperçu dans notre think tank que ces négociations ont soulevé un certain nombre de questions dans différents secteurs, et notamment dans les secteurs agricoles, pour les produits agroalimentaires et agricoles en particulier, qui sont pour beaucoup des produits sensibles dans ces négociations commerciales et d'investissement. Et donc on a organisé au mois de mars un agri-débat qu'on a appelé TTIP, fantasmes et réalité, qui cherchait à répondre justement à certains de ces fantasmes et à recadrer, à redéfinir en fait ce dont il s'agit, et puis quels sont les enjeux, quels sont les acteurs et quelles opportunités finalement ce traité pourrait présenter de part et d'autre de l'Atlantique, et en particulier pour nos acteurs français. L'année 2015, suite évidemment à tout ce qu'on avait déjà connu, a été une année où la volatilité des prix des produits agricoles a été très importante. Nous sommes partis du principe qu'on ne pouvait pas accepter qu'à chaque volatilité de prix, notamment en déflation, on ait systématiquement un redécoupage de l'agriculture et un remembrement systématique des exploitations. On ne peut pas voir disparaître des dizaines d'exploitations, des centaines, des milliers, parce que les prix sont bas, du fait même de situations mondiales, puisque nous importons des prix, et ce n'est pas nous qui les faisons.
À partir de là, on a essayé de réfléchir et de mettre en valeur un système assurantiel, c'est-à-dire que aujourd'hui, la résilience des entreprises agricoles face à la volatilité des prix peut plus facilement relever d'un système assurantiel qui permet de tenir compte de la situation de chacun et non pas d'une situation globale que l'on base à partir d'une moyenne ou d'une exploitation moyenne qui, on le sait aujourd'hui, n'existe plus. Aujourd'hui, entre un agriculteur et un autre, il y a de telles différences, que ce soit patrimonial, familial, historique, sociétal, y compris familial, qu'entre un agriculteur et un autre, vous n'aurez jamais aujourd'hui une ressemblance. Nous avons travaillé en faisant des propositions à nos partenaires en disant: est-ce qu'il n'est pas intéressant de réfléchir en fait à un système assurantiel qui allierait à la fois l'aléa climatique et l'aléa économique, et avec un système d'assurance qui, comme ça existe dans d'autres pays, assurerait la marge de l'entreprise, donc sa valeur ajoutée brute, et lui permettrait justement d'avoir une meilleure résilience face aux conséquences d'une volatilité des prix qui peut être très négative. Et à partir de là, nous avons produit une note qui a été largement diffusée, qui a eu, je crois, pas mal de retombées positives. J'ai rejoint Safagridé en tant que collaborateur après en avoir été administrateur pour travailler notamment à l'élaboration d'un cadre normatif permettant de répondre au contexte sociétal et économique dans lequel évoluent les chefs d'entreprise agricoles. Ma prise de fonction début 2015 a également été pour moi l'occasion de faire la promotion d'une note de think tank qui venait donc de paraître. Cette note de think tank, Dimension des entreprises agricoles, libérées et responsabilisées, a été mise en valeur dans le cadre d'un agri-débat en avril 2015 qui avait pour titre quelque peu provocateur « Contrôle-t-on encore le contrôle des structures ?» à l'occasion duquel nous sommes revenus sur la réforme du contrôle des structures opérée par la loi d'avenir d'octobre 2014 et à l'occasion duquel nous avons effectivement pointé les incohérences de ce nouveau contrôle et l'opportunité des solutions présentées dans la note du think tank. Nous avons encore travaillé, réinvesti le thème de l'agriculture urbaine en septembre 2015, thème autour duquel nous avons fait intervenir spécialistes et acteurs de l'agriculture intra-urbaine pour apprécier les enjeux de cette agriculture émergente et également apprécier les différences, mais également les points communs qu'elle pouvait avoir avec, on va dire, l'agriculture des champs. Lorsque nous avons abordé la question de l'agriculture urbaine il y a quelques années, je me rappelle effectivement, certains regardaient ça un peu d'un œil un peu particulier. On y est maintenant. Certes, ça ne va pas nourrir le monde, mais on a quand même toute cette dynamique des villes, toute cette dynamique amenée par les villes aujourd'hui autour de l'agriculture urbaine qu'il fallait souligner à l'époque. La question s'est posée de savoir si l'agriculteur urbain avait un statut différent ou un statut analogue à l'agriculteur des champs. C'est un thème qu'on a souhaité travailler dans un groupe de travail qui a été lancé au mois de juillet 2015 et qui se poursuit encore maintenant. Donc réflexion sur qu'est-ce que c'est, quelle définition on peut donner, quels sont les usages, quels sont les outils qui sont déjà en place aujourd'hui, quels sont les acteurs qui sont impliqués sur ces sujets, quelles sont les initiatives publiques au niveau national, quels sont les acteurs privés. Les big data sont-ils une manière d'apporter de la valeur à nos productions agricoles et agro-industrielles finalement ou pas? Les agriculteurs par rapport aux big data, ça c'est une question importante parce que souvent ils le voient avec une certaine crainte et un certain espoir. La crainte, c'est « ça va m'échapper, je ne suis plus propriétaire de mes données, c'est moi qui est à l'origine des données, et donc quelque chose s'échappe ». Ça, c'est la crainte.
L'espoir, c'est « Oh, j'ai un actif qui va être utilisé par beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs économiques. Et donc, ça a une valeur, je vais le valoriser. » En quoi l'agriculteur va s'accaparer ces techniques, ces technologies? En quoi ces modes de réflexion vont-elles changer? Sa nature, sa façon de travailler va-t-elle changer? En quoi ça va jouer psychologiquement sur lui? Et ça, c'est souvent des sujets qui ne sont pas abordés et que nous avons abordés aussi. Safagridé est un think tank et ce qui est, à mon avis, la grande force d'un think tank comme celui-ci, c'est de pouvoir inviter qui on veut, sans aucune obligation, sans aucune contrainte. Et sur ce sujet, le fait de pouvoir inviter qui on veut a beaucoup d'importance parce qu'il ne faut surtout pas rester dans l'agricolo-franco de tous ces sujets-là. Il faut inviter des acteurs, psychologues, scientifiques, techniques, qui sont en dehors de l'agriculture et qui vont porter un angle de vue sur l'agriculture que ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas. Car on est dans une évolution de rupture, dans une innovation de rupture et non pas une innovation d'évolution. Et pour pouvoir imaginer des ruptures, il faut avoir des yeux et des angles de vue qui soient extérieurs à l'agriculture. Et ça, c'était une grande force de Safagridé. En décembre, pour le dernier grand événement de l'année, nous avons organisé les rencontres de droit rural en partenariat avec l'Association française de droit rural. Le thème cette année, et c'était une première, portait sur la forêt, le réveil de la belle endormie, puisque un certain nombre de dispositions de la loi d'avenir de 2014 portaient sur la forêt et une meilleure exploitation de la ressource forestière française. Il était donc temps de faire un point pour vérifier ou pour apprécier si effectivement ce nouveau dispositif réglementaire et législatif permettait réellement une meilleure exploitation, une meilleure valorisation de la ressource en bois française. Qui est semences, en fait, donc là, il n'y avait pas de groupe de travail, mais il y avait un travail continu, de manière régulière, avec différents de nos partenaires et adhérents, qui ont abouti à un agri-day qui s'est tenu au mois de juin, qu'on a appelé Semences, une pépite française. Les agriculteurs sont sensibilisés parce que de tout temps, ils ont fait confiance à une graine qui sème, qui plante. Pour les producteurs végétaux, les producteurs animaux ont inséminé leurs animaux avec des paillettes de sperme sans savoir ce qu'il y avait dedans. Donc dans la semence, qu'elle soit végétale ou animale, il y a un espoir, une confiance, quelque chose de fantastique. L'Agri-Day du mois de juin sur les semences a débouché quelques mois plus tard sur une note de think tank, Semences, une pépite française des concentrés de valeur, et qui reprend un certain nombre des conclusions qui avaient été tirées de ces discussions et de ces réflexions du mois de juin, et qui propose un certain nombre de recommandations. Avec un certain nombre de partenaires, je pense à ERDF, je pense aussi à certains groupements d'éleveurs en particulier, nous avons été saisis de la problématique de la production d'énergie par les entreprises agricoles. Méthanisation, photovoltaïque, avec l'exemple allemand qui souvent est mis en avant. Nous avons donc mis en place ce groupe de réflexion, et le groupe de réflexion au départ a essayé de travailler sur la notion d'autonomie énergétique des entreprises agricoles, c'est-à-dire comment étant en capacité de produire son énergie, il y avait demain des ouvertures pour que l'entreprise utilise la propre énergie, entre guillemets, gratuitement, qu'elle aurait produite. Alors évidemment, on est tombé sur les problèmes de stockage de l'énergie avec le coût des batteries, etc. Et progressivement, ce groupe a évolué, non plus en autonomie énergétique qui existera peut-être dans un futur, mais qui aujourd'hui a permis de mettre en valeur les capacités de l'agriculture à se positionner
comme étant non seulement productrice d'énergie, mais aussi productrice de chimie, productrice de biocarburants, etc. Et à partir de là, on est tombé en fait sur la problématique de la bioéconomie qui a donné lieu à un Agri-Day. Dans cet Agri-Day, on a cherché à montrer comment l'agriculture, que ce soit en termes de production ou bien de transformation ou d'entretien des territoires, pouvait contribuer justement à cette atténuation, cette adaptation au changement climatique. Tout au long de l'année 2015, on bénéficiait d'une vraie attention et de très bons retours presse dans la presse agricole, la presse généraliste. Il y a eu des prises de position, des tribunes de SAF Agri-Day qui ont été diffusées. Tout ça participe à notre rayonnement en 2015. Dans la grande constellation agricole, dans la constellation des think tanks, SAF Agri-Day interpelle, questionne, intrigue et nourrit la réflexion de toutes les communautés qui s'intéressent activement à notre think tank. Parce que 2015, c'est vraiment la montée en puissance de nos outils de communication, que ce soit le site web, la revue, les réseaux sociaux, les événements que nous organisons. Pour revenir sur les réseaux sociaux, par exemple, le compte Twitter de SAF Agri-Day réunit aujourd'hui près de 2000 followers, des gens qui suivent nos travaux par ce biais. Le groupe LinkedIn aussi marche très bien, la page Facebook. SAF Agri-Day donc intéresse diverses communautés, divers publics. L'Observatoire des think tanks, par exemple, nous a identifiés parmi 23 think tanks dans un baromètre d'images en 2015 et nous avons été deuxième en termes de notoriété qualifiée. SAF Agri-Day a lancé son nouveau site internet le 6 mars 2015. Ce site était aux nouvelles couleurs, à la nouvelle charte d'identité du think tank. Il permet une meilleure visibilité des travaux de SAF Agri-Day. On a mis en valeur notamment les partenaires premium sous forme de petites interviews de 3 questions A, un accès réservé aussi aux adhérents qui leur permet de s'inscrire en un clic à nos événements, de pouvoir participer et intégrer les groupes de travail, de pouvoir aussi dialoguer entre eux. Nous avons voulu donner une grande place au contenu rédactionnel en complémentarité avec la revue de SAF Agri-Day qui a elle aussi évolué par rapport à la charte graphique qui a été décidée en 2015, une revue qui a proposé 6 dossiers thématiques et qui est toujours très appréciée des adhérents notamment. La revue Agriculteurs de France permet tous les 2 mois de renforcer et diffuser l'expertise produite par SAF Agri-Day. 6 numéros ont donc vu le jour au cours de cette année 2015. Les travaux et événements de notre think tank, mais aussi ceux réalisés par le biais de partenariats, ont été tout au long de cette année particulièrement mis en valeur au travers d'articles ou de dossiers publiés dans la revue. On peut dire donc en 2015 que nous avons pris de l'assurance, nous avons tous les habits pour avancer. SAF Agri-Day met ses adhérents au cœur de l'expertise et je pense que les différents publics l'ont compris, les leaders d'opinion, les médias également. Il faut être identifié comme expert, une expertise originale, utile, en ce XXIe siècle pour toutes nos agricultures. En plus de tout ce travail, il ne faut pas oublier que cette année a aussi été celle de la volonté de rénover nos conditions de travail et que, évidemment, tant les administrateurs que les collaborateurs ont été amenés à passer aussi un peu de temps sur l'examen de notre immobilier, l'examen de la rénovation de nos locaux qui sera entreprise en 2016 et qui devrait permettre au think tank en 2017 d'être dans d'excellentes conditions pour poursuivre sa mission, et mission qui est celle de porter le progrès globalement et qui en 2017 fêtera les 150 ans en fait de cette mission. Comme vous le savez, certains, en tout cas je l'ai annoncé au conseil d'administration, j'allais quitter la présidence de la SAF en 2016. Je mesure aujourd'hui l'importance en fait de ce que j'ai pu bénéficier à travers ces expertises et à travers la connaissance de ces expertises que j'ai eues à la SAF. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me permet, dans mon entreprise, de comprendre le monde, de comprendre à la fois le global et le local. Je profite aussi de cette séquence pour remercier aussi tous les partenaires, tous les collaborateurs, mais aussi tous
tous les acteurs experts qui nous ont accompagnés durant ces années et qui m'ont accompagné aussi, qu'à travers cette vidéo, ils en soient remerciés. L'importance aujourd'hui d'un think tank comme Safagridé, c'est de donner justement les clés de l'avenir, les clés de pouvoir comprendre en fait l'environnement dans lequel on est. Et ne regardons pas le passé, mais regardons l'avenir de manière positive, de manière objective, et on aura plaisir, on aura toujours plaisir à partager la connaissance avec les uns et les autres.